Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre rendez-vous hebdomadaire Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié aux nouvelles formations, nouveaux métiers, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Nous recevons aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez bien, Najat Vallaud-Belkacem. Elle a été ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2014 à 2017. Je constate que ce sujet est encore aujourd'hui au cœur de ses travaux puisqu'elle vient nous parler d'un livre, Le ghetto scolaire, coécrit avec le sociologue François Dubet, une sorte de plaidoyer à deux voix pour la mixité à l'école. Najat Vallaud-Belkacem, bonjour. Bonjour. Je rappelle aussi que vous êtes actuellement présidente de l'ONG France Terre d'Asile. Najat Vallaud-Belkacem, je le disais, l'éducation, c'est un sujet qui vous a jamais quitté en fait. Non, c'est vrai, c'est un sujet de passion et puis surtout de réelle conviction. Je pense qu'on ne peut pas changer la société ou la faire aller mieux si on occulte le sujet de l'éducation. Pourquoi ce sujet alors de la mixité sociale particulièrement à l'école ? Mais parce que précisément, si on cherche à ce que la société aille bien, en fait, il faut s'intéresser à l'esprit dans lequel on fait grandir nos enfants, en plus de ce qu'ils apprennent à l'école. Mais dans quel esprit on les fait grandir ? Et l'absence de mixité sociale aujourd'hui avérée de notre système scolaire les fait grandir dans des mondes séparés, en fait, où ils ne se croisent pas, ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas. Ont évidemment des destins qui sont foncièrement inégaux à la fin et surtout pose un vrai problème à la cohésion sociale finalement puisque comment peuvent-ils vivre ensemble à la fin s'ils n'ont pas grandi ensemble sur les bancs des écoles ? Vous parlez de séparatisme social, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce que vous entendez par là ? Deux choses. La première, c'est qu'au fil des ans, on a vu quand même se développer une recherche d'entre-soi en haut de l'échelle sociale et notamment par la recherche soit de l'enseignement privé, soit de classes à part dans l'enseignement public, soit le développement d'enseignement public extrêmement élitaire, élitiste et en fait qui ne profite en réalité qu'à des enfants de catégorie sociale aisée. Et puis, c'est la résultante, le développement d'établissements complètement ségrégés dans l'enseignement public, beaucoup dans les quartiers populaires, évidemment, mais on en trouve aussi étonnamment dans une ville comme Paris, par exemple. Vous pouvez aller avoir à un quart d'heure de différence à pied deux établissements, l'un qui sera très ségrégé socialement vers le bas et l'autre qui sera au contraire dans l'entre-soi. Donc, en fait, il y a eu petit à petit, et les pouvoirs publics ont assisté à ça un peu impuissants, cette construction d'une école à deux vitesses, où on ne se mélange pas. C'est les établissements scolaires aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu ? Je pense que les responsabilités, elles sont à rechercher partout. D'abord de façon lucide et sans vouloir jeter d'anathème ou d'opprobre. La facilité, j'allais dire, la plus grande des facilités, c'est de dire ah mais là, ces familles qui jouent pas le jeu de la carte scolaire, qui contournent et qui mettent leurs enfants dans le privé. C'est un peu trop facile de dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi s'intéresser à pourquoi est-ce qu'elles font ça. Donc en fait, comme souvent, s'agissant d'un sujet qui est d'intérêt public et d'intérêt général, il faut d'abord se retourner vers les pouvoirs publics, puisqu'en fait, c'est aux pouvoirs publics qu'on confie la mission de faire en sorte qu'on vive bien et qu'on ne soit pas tiraillé dans nos choix à ce point-là. Eh bien, les pouvoirs publics, est-ce qu'ils ont la même considération pour des établissements qui sont socialement défavorisés que pour les plus socialement favorisés ? Je n'en suis pas certaine. Enfin, évidemment, ça dépend des pouvoirs publics. Je ne me mets pas forcément dans le paquet, j'espère que vous l'aurez compris. Mais quand on voit, par exemple, la façon dont des lycées en Seine-Saint-Denis se mobilisent, leurs professeurs, les parents d'élèves, etc., depuis des mois et des mois, sans que ça n'aboutisse à rien de la part des pouvoirs publics, alors même qu'ils vous racontent des établissements qui sont en train de tomber en ruine, des plafonds qui s'effondrent, des souris qui traversent les salles de classe. Ça, je veux dire, jamais les pouvoirs publics qu'on a en ce moment n'auraient accueilli avec une telle indifférence des revendications de même nature qui viendraient du 7e arrondissement de Paris. Donc, en fait, en laissant tomber des établissements déjà en difficulté sociale, on les sur ces grecs, parce que finalement, toutes les familles qui peuvent les fuiront. Donc c'est ce type de comportement des pouvoirs publics qui a conduit en effet à la cristallisation de deux types d'établissements, ceux qui font peur et ceux qui sont désirés. Et donc c'est là-dessus, c'est ajouté aussi, et il y a eu un grand débat sur l'enseignement privé et le rôle qu'il joue dans tout ça.
une espèce de marketing de l'enseignement privé qui s'est développé ces dernières années, visant à attirer les classes les plus aisées. Et entre les lignes, même s'il ne le dit pas de façon toujours claire, mais la réalité, c'est qu'entre les lignes, ce qui est promis à ces classes les plus aisées, c'est que les enfants seront dans cet entre-soi et ne se mélangeront pas avec d'autres. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs acteurs dont il faut donner à voir le rôle. Et en fait, ce que raconte le livre, c'est que contre toute attente, même si ça a l'air très compliqué, il y a des choses qui peuvent être faites pour lutter contre cette ségrégation. C'est ce que vous faites dans cet ouvrage, évidemment, vous donnez des solutions. J'aimerais vous parler des pouvoirs publics. Quand vous avez été ministre, vous avez piloté des réformes, des expérimentations en faveur de la mixité. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui quand on veut aborder ce problème ? Il y avait des difficultés à l'époque, il y en a toujours aujourd'hui. C'est pour défendre personne, mais on a l'impression qu'il y a quand même un problème pour aborder ce sujet-là. Oui, je suis d'accord. C'est pas du tout un sujet facile. Ouais. En fait, ce qui est complexe, c'est qu'il met en jeu des dimensions qui ne relèvent pas forcément toutes du ministère de l'Éducation nationale. Il met en jeu évidemment la question territoriale. Parce que l'argument le plus évident, c'est de dire, bah oui, mais s'il y a des établissements qui ne se ressemblent pas, c'est parce que les territoires ne se ressemblent pas. Donc, beaucoup de gens vous diront, ah, mais c'est d'abord une question d'aménagement du territoire, de politique de la ville, etc. Sauf qu'en fait, il ne faut pas s'arrêter là, parce que sinon, alors, dans ce cas-là, on n'a qu'à repousser à 25 ans le fait de faire quelque chose. Et puis, en plus, ce n'est pas vrai. Quand on s'intéresse vraiment au sujet, on se rend compte que j'étais, par exemple, récemment à Nanterre, dans une commune comme Nanterre, où vous avez des efforts monstrueux qui ont été réalisés pour justement redorer le blason de certains quartiers, investir à fond dedans, en faire des quartiers beaucoup plus mixtes socialement, avec une forme de classe moyenne et de bourgeoisie qui s'y réinstalle. Eh bien, quand vous allez voir les écoles, en revanche, on ne retrouve pas les enfants de ces derniers dans les écoles parce qu'ils continuent, les parents, à les envoyer ailleurs. Donc, même quand un territoire est mieux loti, en fait, ça ne suffit pas. Donc, je disais, dans les dimensions, il y a cette dimension aménagement du territoire. Il y a la dimension très psychologique des familles, des parents. Oh là là, mais jamais vous arriverez à convaincre un parent qu'il faut faire un autre choix que celui qu'il pense être le meilleur pour son enfant. Et on est des parents et on le comprend. Donc, et puis après, il y a la dimension aussi, j'allais dire, polémique du sujet. Puisque vous avez aussi aujourd'hui des gens qui vous disent dans les débats publics, etc., mais non, la mixité n'est pas forcément une bonne chose car elle va tirer vers le bas les meilleurs, etc. Donc, c'est à ça que sont confrontés les pouvoirs publics. Et donc, pour pouvoir, malgré tout, l'emporter, quand on est convaincu du sujet, il faut mener un travail à la fois extrêmement coopératif avec les collectivités locales sur cette dimension aménagement du territoire. C'est ce que j'ai fait dans les expérimentations qui sont racontées dans le livre en 2016. C'est que, en fait, je suis allée voir les départements, puisque c'était les collèges que je voulais mieux mélanger, et je leur ai dit, travaillons ensemble là-dessus. C'est vous qui avez, par exemple, la compétence transport en commun. Et donc, du coup, si on veut mélanger les populations de deux collèges qui sont éloignés, il faut jouer sur... Faciliter le transport. Voilà, il faut faciliter le transport. Ensuite, il faut travailler avec les parents. C'est ce que nous avons fait en organisant des dizaines et des dizaines de réunions publiques avec des parents pour leur expliquer les bienfaits que ça allait apporter à leurs enfants, qu'ils soient de bon niveau, de moins bon niveau, socialement aisés ou défavorisés, que de se mélanger, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez dans l'espace public. Je veux dire, à l'école, vous n'apprenez pas que des disciplines, vous apprenez aussi des compétences, une façon d'être au monde. C'est ce qu'on voit dans votre livre, c'est ce qui est intéressant aussi, puisque c'est le sujet, l'intérêt de cette mixité sociale. Il y a des études qui prouvent que d'être entouré d'un groupe plus hétérogène, on progresse mieux. C'est ça, c'est pour la réussite scolaire aussi des élèves finalement. Mais absolument, je le disais, c'est en fait ce qu'on doit apprendre. Non mais c'est bien de le rappeler, l'intérêt de cette mixité sociale. Absolument, ce qu'on doit apprendre, c'est en effet être au monde. Et être au monde, je vous assure que ça n'est pas que du bachotage. Enfin, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais vous vous rendez bien compte, en fait, ce qui fait l'épanouissement des enfants, leur curiosité, leur esprit de coopération, leur ouverture sur le monde, leur envie d'en découvrir
découvrir plus, donc de continuer à apprendre, etc. C'est le fait d'être entouré d'hétérogénéité. S'ils ne sont que dans une bulle avec que des enfants qui leur ressemblent, avec un chemin tout tracé, c'est un tue la créativité, c'est un tue la curiosité. Et donc, voilà, c'est évident. Et les études qui ont été menées sur les expérimentations qu'on a conduites en 2016, puisque je le rappelle pour vos téléspectateurs, en réalité, dans une 80aine de territoires différents à ce moment-là, on a lancé des fusions de collèges, des rapprochements d'établissements, enfin bref, des élèves qui se sont mélangés et des scientifiques ont regardé ce que ça produisait sur plusieurs années. Et ce que ça a produit, c'est que, contrairement à ce que disaient les polémistes, le niveau scolaire n'a pas baissé, au contraire. Il n'a pas baissé pour les meilleurs et il a augmenté pour les moins bons. Deuxièmement, s'agissant du climat scolaire, le climat scolaire dans les établissements s'est largement amélioré. Parce qu'en fait, quand vous laissiez des élèves en difficulté entre eux, il y avait une espèce de contre-culture scolaire qui se développait. Et on se tire vers le bas. Exactement. Donc le climat scolaire, la discipline, le fait de respecter l'institution scolaire, ça va mieux. Et la troisième chose, en effet, c'est ces compétences psychosociales, c'est-à-dire une façon, encore une fois, de s'intéresser à ce qui nous entoure, d'être plus solidaire, d'être plus coopératif. Donc ce livre, c'est une manière de donner des solutions à toutes ces parties prenantes, vous le disiez, que ce soit au département, au pouvoir public, aux écoles. C'est leur donner des solutions. Le temps passe vite, Najat Vallaud-Belkacem. Je suis quand même obligée de vous poser la question dans le contexte actuel. Vous, est-ce que ça vous inquiète? J'imagine que oui. Quelle pourrait être la politique d'un ministre de l'Éducation nationale étiqueté RN demain? Je crois qu'on sait que ce qui transpire depuis des années maintenant, parce qu'il faut regarder les programmes présidentiels, notamment de Marine Le Pen, en matière d'éducation, c'est au fond, sous couvert d'autorité, une espèce d'autoritarisme, une moindre liberté pédagogique laissée aux établissements ou aux professeurs, une espèce de mise au pas des élèves au détriment de l'esprit critique, de la réflexion critique. Et puis malheureusement, parce que ça a été redit récemment par Jordan Bardella, une continuation et une aggravation de ce que ce gouvernement avait déjà lancé, c'est-à-dire les groupes de niveau, le fait d'envoyer relativement jeunes, dès 14 ans en apprentissage, les élèves. En fait, une espèce de malthusianisme qui consiste à penser que faire des études supérieures, ça n'est pas fait pour tout le monde, que dans cette société, il y a des gens qui sont faits pour ça et d'autres qui sont faits pour être à leur service. Et donc, surtout, cette espèce de tri sélectif extrêmement précoce qui coince les destins, en fait, qui brise les destins et qui les bride. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète chez le RN. Puis évidemment, comme la question des étrangers est toujours centrale chez le RN, il y a cette idée que les étrangers n'auraient plus forcément, en fonction de leur situation et de leur statut, accès à l'école gratuite. On aurait pu faire un sujet avec vous, c'est vrai, aujourd'hui, sur les étudiants étrangers. Bien sûr. Et l'accès à l'école. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Éducation. Je rappelle, donc vous venez de le dire, vous êtes président de l'ONG France Terre d'Asile. C'est pour ça que ces sujets vous intéressent. Vous avez coécrit, on va le voir s'afficher à l'écran peut-être, coécrit donc Le ghetto scolaire avec le sociologue François Dubet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, évidemment, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite, salut.